Alors bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. C'est bien parce qu'on n'est pas très nombreux, donc au final on va pouvoir échanger et que ce soit relativement interactif. Donc table ronde, l'idée c'est qu'on ait tous et toutes la parole. L'idée c'est que ce soit pas forcément quelque chose de descendant. On n'avait pas spécialement envie de ça avec Stéphanie. Vous n'aurez pas de présentation. Voilà, pour que vraiment chacun puisse s'exprimer, dire ce qu'il a envie de dire, ce que ça évoque pour lui aussi et elle, le sujet, maladie chronique, sexualité, aucune obligation, je vous mets à l'aise, vraiment aucune obligation de parler, ça c'est important. L'idée c'est que vraiment chacun se sente à l'aise de s'exprimer et de lever la main à n'importe quel moment, hein, si vous avez envie d'intervenir, d'échanger avec nous, ça c'est vraiment quelque chose d'important. On a 1 heure, 1 heure et demie à passer ensemble. Donc, sentez-vous à l'aise d'intervenir et de nous interrompre, en tout cas, à tout moment, et aussi d'interagir les uns avec les autres. Alors, on va commencer par se présenter, quand même, histoire que vous sachiez à qui vous parlez. C'est pas mal. Et puis ensuite, on peut faire également, comme on n'est pas nombreux, on peut faire un petit tour de table, puis que vous vous présentiez, que vous disiez d'où vous venez, de quelle structure vous venez éventuellement, et puis ce que ça évoque peut-être pour vous aussi, ce sujet de la santé sexuelle, de la sexualité, de la maladie chronique. Et puis, qu'est-ce que vous attendez? De quoi vous aimeriez parler en fait pendant cette heure et demie? Bonjour à tous, moi je m'appelle Stéphanie Mérand, je suis la fondatrice et la directrice de l'Association française de l'eczéma. Donc l'eczéma, c'est une maladie de peau qui survient par poussée, donc c'est pour ça que c'est une maladie chronique. En fait, c'est notre système immunitaire qui réagit trop bien, donc dès que quelque chose passe la barrière de la peau, en fait notre système immunitaire surréagit, ce qui va se traduire par des plaques qui vont être rouges, qui vont gratter énormément. Donc moi je vais vous donner tout à l'heure mon témoignage sexualité et eczéma. Et puis, du coup, je suis accompagnée de Delphine. Ah, il y a de la bonne musique derrière. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Delphine Muto. Je suis ici à plusieurs titres. Je suis déjà patiente sclérose en plaques. J'ai une sclérose en plaques depuis 20 ans maintenant. Donc, je suis ce qu'on appelle père aidante au sein d'une association qui s'appelle CEP Avenir. Donc, je suis bénévole, j'accompagne les personnes qui ont aussi une sclérose en plaques. Et moi, j'aborde surtout tout ce qui est sujet autour de la sexualité, l'intimité, les symptômes très tabous, en fait, en lien avec la maladie dont on parle peu. Parce qu'en général, plus c'est tabou, plus j'aime en parler. Voilà, je suis aussi patiente partenaire à la Pitié-Salpêtrière. J'ai collaboré avec des infirmières à la création d'un atelier sclérose en plaques et sexualité qu'on va diffuser dès le mois de décembre en présentiel. J'ai fait la même chose dans un centre de santé spécialisé sclérose en plaques qui s'appelle Saint-Défi en région parisienne. Donc avec les infirmières, c'est pareil, on a travaillé ensemble de concert et on a construit un atelier vraiment pour permettre aux patientes de libérer la parole sur ce sujet-là. Et accessoirement, donc, je suis aussi diplômée en éducation thérapeutique du patient et j'ai repris mes études en sexologie. Voilà, je suis en 2e année de santé sexuelle à l'université Paris-Cité et j'interviens de manière très diverse et variée pour sensibiliser en fait à l'importance de déconstruire un peu nos schémas de sexualité pour les reconstruire autrement avec une maladie chronique. Du coup, je vous propose un petit peu peut-être qu'on fasse un petit tour de table vous concernant. Alors, oui. Alors, n'hésitez pas, voilà. Vous pouvez donner votre prénom ou pas, c'est comme vous voulez, vraiment, sentez-vous à l'aise. Voilà, vous pouvez nous dire peut-être quelles sont vos attentes de cette table ronde, si vous avez envie d'exprimer des choses ou s'il y a des choses que vous aimeriez qu'on aborde. Voilà. Sentez-vous libre de dire vraiment ce que vous voulez et ce que vous aimeriez qu'on aborde ou pas. Alors, bonjour. Alors bonjour à tous, je m'appelle Nathan, j'habite dans les Bouches-du-Rhône et j'ai 24 ans et ça fait 24 ans que je suis célibataire et que justement ce à quoi je pourrais m'attendre dans cette réunion, c'est d'essayer d'avoir des réponses à des questions que je me pose. Donc David, moniteur éducateur, foyer La Campadou à Saint-Maximin, à Sainte-Baume, et j'accompagne le groupe présent autour de la table. Donc,
Bonjour à tous, moi c'est Lydie, je suis éducatrice au foyer La Campadou. J'accompagne le groupe et je pense que c'est bien qu'on puisse parler des MST qui sont très peu représentés dans les foyers. On n'en parle pas du tout. Donc je trouve ça bien de pouvoir leur donner un peu la parole. Non, vas-y, Jérôme. Moi, je m'appelle Nicolas. Je travaille à Pourcieux, un espace vert. Et j'ai 24 ans. Bonjour, je m'appelle Angéline, j'ai 22 ans, je suis en couple. Bonjour, moi je m'appelle Étienne, je travaille en entretien ménage, je suis en couple aussi. Bonjour, moi je m'appelle Eric, je travaille aux espaces verts aussi, je suis au foyer Le Campadou et j'ai une chambre pour moi tout seul. Et je suis tout seul. Je travaille aux espaces verts aussi, pareil. Hervé à Saint-Maximin au travail, réalisateur. Eh oui. Bonjour, je suis Morgane, je suis bénévole à l'APF France Handicap et ce sujet m'intéresse parce que mon compagnon a une maladie chronique et ça, voilà, le sujet m'intéresse. Bonjour, je m'appelle Delphine, j'ai 30 ans, je suis à Campadou et je suis en couple avec mon copain, ça fait 10 ans. Je m'appelle Coralie, je travaille à la serre à Pourcieux, voilà, à Pourcieux, et j'ai vu au foyer Le Campadou et j'ai en couple, voilà. Et c'est 27 ans. Bonjour, Rogéna. Je coupe. Ouais. Ouais. Je vais passer. Bonjour, je suis Isabelle. J'ai dans mon entourage quelqu'un qui a une maladie chronique avec donc des douleurs, des choses comme ça. Et voilà, je venais voir un petit peu un peu les témoignages et puis voir s'il y avait des solutions. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour, Élise Martinez d'APF France Handicap. Moi, je travaille sur des projets autour de la sclérose en plaques, d'ailleurs avec Delphine, pour justement que ça puisse être traité, enfin voilà, que ça sorte de de ce phénomène d'invisibilisation. Et donc du coup, je suis curieuse aussi quand ça s'élargit et puis de trouver des réponses, mais on va construire des belles choses avec Delphine. Merci. Merci. Bonjour, je m'appelle Jérôme. Bonjour. Je vis au foyer La Campadou et je suis en couple avec la demoiselle qui est devant. Et j'ai 34 ans. Et je travaille en ESAT dans une blanchisserie à Saint-Maximin. J'ai un peu mal à parler. Bonjour, je m'appelle Ludovic Navarro, je suis célibataire et
Je vis au foyer La Campadou et je travaille en jardinerie avec les 2 demoiselles qui sont là. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde a pris un peu la parole? Ouais. Monsieur, vous voulez vous présenter? Non, pas obligé, hein, pas de problème. Okay. On veut vraiment que vous vous sentiez tous et toutes à l'aise. Alors, sachez qu'ici, c'est important, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. C'est un espace vraiment safe, sécuritaire, donc sentez-vous à l'aise pour parler de ce que vous voulez. Posez vraiment toutes les questions que vous voulez, il n'y a pas de tabou. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Sentez-vous à l'aise de pouvoir prendre la parole et vous exprimer et parler de choses un petit peu intimes, tabous, dont on ne parle pas. Alors, pour replacer quand même un petit peu le contexte, je pense que c'est important aussi parce que maladie chronique, souvent les gens nous demandent, mais finalement, c'est quoi la maladie chronique? Ça veut dire quoi en fait, la maladie chronique? Et ça touche combien de personnes? Alors, selon les chiffres et selon les sources, il faut savoir qu'on est entre 15 et 19 millions en France atteints de maladie chronique. Eh oui, c'est énorme. Et à ça, vous rajoutez les personnes qui partagent nos vies, vos vies, ça fait finalement beaucoup de personnes concernées par la maladie chronique et impactées au quotidien. Alors, la définition, on va dire, un peu générique de la maladie chronique, ça va être une affection de longue durée qui a tendance à évoluer dans le temps et qui a un impact sur la vie quotidienne. Donc, la vie quotidienne, c'est quoi? C'est la vie professionnelle, la santé, bien évidemment, la vie sociale, mais aussi la vie intime, affective et sexuelle. Et c'est vrai que c'est souvent, dans un parcours de soins de maladies chroniques, quelque chose qui est un peu mis de côté. Alors, pourquoi c'est mis de côté? Pas forcément de manière volontaire. Il faut savoir qu'en moyenne, une personne atteinte de maladie chronique aura 2 à 6 fois plus de risques d'avoir une perturbation sur sa sexualité et qu'en moyenne, vous avez seulement 10% des médecins qui vont aller rechercher un problème de sexualité. Pourquoi, d'après vous? Pourquoi seulement 10% des médecins interrogent ou vont chercher? Est-ce que vous avez des idées? Ah, le micro. Non, attends. Ouais. Merci, Alice. Voilà, il n'était pas allumé. Super. Parce que, à mon avis, les médecins, ils s'intéressent très peu à la sexualité et la vie intime de leurs patients. Et d'après toi? Et puis aussi, après, il y a aussi les patients qui parlent peu de leur vie intime et sexualité parce que c'est tabou, parce qu'on n'ose pas, parce qu'on appréhende. Et après, quand on voit l'hôpital, enfin, oui, l'hôpital, ce qu'est l'hôpital actuellement, le respect des personnes laisse à désirer. Et quand tu dis que les médecins ne s'intéressent pas, d'après toi, est-ce que tu aurais une idée de pourquoi ils ne s'intéressent pas à la vie intime et sexuelle de leurs patients? J'ai l'impression qu'en France, dès qu'un médecin est spécialisé dans un domaine, après le reste, ça lui échappe et il préfère guérir juste ce qu'il connaît et après le reste ça s'envole. Exactement. En fait, il y a beaucoup de ça. C'est vrai qu'il faut savoir que beaucoup de médecins spécialisés dans un parcours de soins, par exemple, je prends l'exemple de la sclérose en plaques, les neurologues, effectivement, sont extrêmement bien formés sur toutes les maladies neurologiques. En revanche, dans leurs 10 années d'études, il y a peut-être un trimestre sur la sexualité et c'est tout. Et c'est tout à fait pour ça que c'est pas abordé, c'est parce que souvent les médecins ne sont pas du tout formés sur le sujet.
Et pour avoir échangé avec plusieurs médecins, neurologues, spécialistes, en fait, de différentes pathologies, finalement, souvent, la réponse est maintenant, nous, on n'aborde pas la sexualité en consultation parce qu'en fait, on n'a pas de réponse. On ne sait pas quoi leur dire et on préfère botter en touche. Souvent, il y a aussi effectivement un principe de réalité qui est que les temps de consultation ne sont pas extensibles et que c'est assez court. Et puis, comme tu l'as dit, tu l'as très bien dit, c'est aussi un tabou pour nous, les patients, d'en parler et parce que aussi, on ne se sent pas forcément écouté en face. Et effectivement, il y a cette notion du médecin qui guérit. Effectivement, ça c'est très très important, ce côté curatif dans la prise en charge. Mais ce qui est important, c'est que ce qui est important pour nous en tant que patients, c'est peut-être pas au même niveau que ce qui est important pour le médecin. Et c'est là en fait où c'est important d'avoir ce discours à la fois et de cette double vision patient-soignant, c'est de se dire, est-ce que ce qui est important pour nous dans la prise en charge du patient, ça l'est autant pour lui? Est-ce que les priorités de soins en fait que moi en tant que médecin je vois, en fait, est-ce que pour lui c'est important? Et tu l'as très bien dit, c'est vrai qu'on n'en parle pas parce que c'est tabou. Alors que par contre, par exemple, dans la sclérose en plaques, les médecins n'ont aucun problème à nous demander si on fait bien pipi et caca. Voilà, ça, y a pas de problème. Des fois, on a envie de leur dire, la sexualité, c'est au même endroit, les gars. Hein. Y a pas une grosse différence. Hein. On est au même niveau quand même. Hein. Voilà. Donc, on n'aura pas de problème à vous explorer l'anus, l'urètre, le pénis, la vulve pour voir si vous faites bien pipi, caca, parce qu'il y a souvent des atteintes neurologiques. En revanche, savoir si vous bandez ou si vous avez un orgasme, non, c'est pas, oulala, non, c'est pas pour nous. Voilà. Alors, je m'exprime avec mes mots, moi, de manière très naturelle. Sentez-vous libre aussi de vous exprimer comme ça. Hein. Vraiment, pour le coup, on appelle un chat, une bite. Voilà, moi j'aime bien dire ça. Est-ce que tu veux, toi, peut-être intervenir, dire autre chose? Oui, super. Ah, d'accord, ok. Je peux peut-être vous donner l'exemple de l'eczéma puisque c'est la pathologie que je connais le mieux. Donc c'est vrai que l'eczéma c'est une maladie de la peau qui perturbe pas mal en fait le grand public parce qu'on a peur que ça soit contagieux alors qu'en fait c'est une maladie qui est vraiment interne. On ne peut pas la transmettre en embrassant ou en faisant un câlin, c'est impossible. Donc c'est vrai que le partenaire peut avoir peur en fait de se rapprocher d'une personne qui souffre d'eczéma. Il y a la difficulté pour le patient qui souffre d'eczéma de se déshabiller alors qu'on a des plaques partout. Enfin, c'est pas forcément très sexy d'avoir des plaques d'eczéma sur le corps. Et puis, on a le souci aussi de la transpiration. En fait, le fait de transpirer, ça nous fait nous gratter énormément. Donc, le fait d'avoir quelqu'un qui transpire en même temps que nous, on transpire, ça peut aussi engendrer encore plus de plaques d'eczéma. Donc, c'est vrai que la sexualité, en fait, elle peut être très perturbée par notre maladie. On voit bien que 3/4 des patients, en fait, ils ont une sexualité qui est perturbée. Donc, sur 2,5 millions de Français, ça représente quand même beaucoup de personnes. Les mouches, t'aimes bien, hein? Oui, je sais pas ce que je leur fais. Je crois qu'il y a une mouche qui est amoureuse de nous, qui nous suit depuis le restaurant. Et c'est vrai que typiquement, une pathologie comme l'eczéma, ça fait penser à quelque chose dont on parle assez peu. Je ne sais pas si ça va évoquer quelque chose pour vous, les handicaps invisibles. Voilà. Non, pas plus que ça. En fait, voilà. Alors, il faut savoir que dans toutes les situations de handicap, on chiffre à peu près en disant que 80% des situations de handicap sont invisibles. Et oui, c'est étonnant comme chiffre. Hein, voilà. Mais du coup, qu'est-ce qu'on met derrière, en fait, ces mots de handicap invisible? Les maladies chroniques font souvent partie de ces handicaps invisibles du fait justement de tous les symptômes, de tous les impacts sur la vie quotidienne qu'elles vont avoir. Je vous donne un exemple. Je ne vais pas prendre le cas de la sclérose en plaques, mais je vais prendre l'endométriose. Est-ce que vous connaissez l'endométriose? Non? Alors, l'endométriose, c'est une maladie qui touche les femmes, une maladie pas seulement gynécologique en gros. Je vais essayer de vous la faire simple et courte, mais dans l'utérus, vous avez ce qu'on appelle l'endomètre. C'est, on va dire, des petites cellules qui tapissent les parois de l'utérus. Et dans l'endométriose, ces petites cellules, en fait, elles vont se développer ailleurs
que l'utérus. Alors que normalement, elles sont pas censées bouger, les coquines, elles sont censées rester à leur place. Et comme elles vont aller migrer ailleurs, sur les ovaires, sur les intestins, sur la vessie, ça peut provoquer de très grosses douleurs, notamment pendant les pénétrations. Et c'est ce qu'on appelle des dyspareunies. Bon, le terme, on s'en fout. En gros, quand on est pénétré, ça fait mal. C'est tout ce qu'il faut retenir. Et il faut savoir que c'est à peu près 50 à 60% des femmes qui sont touchées par ces symptômes chroniques qu'on appelle des handicaps invisibles. La douleur, c'est quelque chose d'invisible. C'est un handicap invisible au quotidien. Il y a beaucoup de maladies comme ça qui ne se voient pas et qui génèrent des handicaps invisibles, comme les troubles psychiques, comme la dépression, comme les maladies qui engendrent des problèmes cognitifs de mémoire, de concentration, quand vous avez des douleurs, quand vous avez des problèmes de vue, ça ne se voit pas forcément. Quand vous avez des problèmes d'audition, ça ne se voit pas forcément. Il y a des gens qui ont des troubles de l'équilibre, ça ne se voit pas forcément. Il y a des gens qui ont des maladies digestives, c'est extrêmement handicapant sur le plan social, mais aussi dans la rencontre avec quelqu'un. Tout ça, ce sont des handicaps invisibles. Par définition, c'est quelque chose qui se voit pas, mais qui va quand même avoir un impact sur la vie de tous les jours. Et ça se cumule parfois des handicaps visibles. C'est un peu la double peine. Et du coup, souvent, tout ce qui n'est pas visible, on a tendance à pas s'en occuper, à pas le prendre en charge. Et c'est un peu le problème de l'intimité et de la sexualité. C'est quelque chose qui se voit pas. C'est quelque chose pour soi. Donc du coup, c'est pas quelque chose finalement dont on va parler à tout le monde, aux médecins, alors que d'autres symptômes qui se voient plus vont être plus facilement pris en charge. Quand j'arrive chez ma neurologue avec une canne et que je lui dis « Docteur, j'arrive pas à marcher », pas de problème. Les trucs à vous donner, etc. Voilà. Par contre, un jour, je lui ai envoyé un mail en lui disant « Docteur, j'ai plus d'orgasme, j'ai plus de désir ». J'attends encore la réponse, hein. C'était il y a 3 ans. Voilà. Et encore une fois, parce que tout simplement, ces médecins-là n'ont pas de réponse. Alors du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est ça qui serait intéressant. Aller sur Internet, tout à fait. Aller sur Internet, c'est heureusement une des possibilités qu'on a aujourd'hui. Et ça, c'est quand même plutôt chouette. Parce que moi, il y a 20 ans, j'avais pas Internet. Le problème sur Internet, c'est qu'on trouve beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et que, tu vois, par exemple, Internet nous dit pas forcément quand t'as plus d'érection, quand tu as mal à ta peau quand on te touche, quand tu n'as plus de sensibilité au niveau du minou, comment tu fais pour quand même avoir du plaisir, ressentir du plaisir et faire l'amour? Et tu vois, ça, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas forcément. Et c'est ce qui est intéressant dans les personnes, dans le partage d'expériences entre les patients, c'est de se rendre compte que finalement, quelle que soit la maladie, souvent, on a un peu tous les mêmes problèmes. Tu vois, je t'allais t'appeler Martine. Bonjour Martine. Ça va Martine? Disons. Donc Martine, ici présente, qui a de l'eczéma, a certains retentissements sur sa sexualité, sur sa vie intime et dans sa relation avec les autres. Moi qui ai une sclérose en plaques, également. Finalement, on a quasiment les mêmes choses. L'année dernière, j'ai fait un stage à l'Institut Curie auprès de personnes qui ont des femmes qui ont des cancers gynécologiques. Et finalement, on se rend compte que même si les origines sont différentes, en fait, on était confrontés aux mêmes problèmes. Problème dans le couple, problème de dire non, j'ai mal quand tu me pénètres, problème de dire écoute, j'ai pas d'orgasme, j'arrive pas à éjaculer. Finalement, les problèmes sont les mêmes. Bien souvent, quelle que soit la pathologie. Venez. Bonjour. Donc, finalement, quand on s'écoute un peu tous, quelle que soit la pathologie, on a un peu tous les mêmes problèmes. Donc, on se dit que finalement, si on se met tous ensemble à travailler ensemble, on pourrait essayer de faire des ateliers, vraiment réfléchir à des choses qui seraient complètement transverses à toutes les maladies. Parce qu'en fait, on a bien souvent tous les mêmes problèmes, que ce soit endométriose, sclérose en plaques, cancer gynécologique, dépression, bipolarité, problèmes de peau, troubles psychiques. Il y a souvent les mêmes difficultés, les problèmes de désir, les douleurs, l'absence de sensation, la confiance en soi aussi, comment communiquer. Parce qu'aujourd'hui, les 4 piliers, en gros, de la sexualité qu'on nous apprend, vraiment, le script sexuel, c'est désir, préliminaire,
pénétration, orgasme. C'est chiant, t'as raison de bailler, on est d'accord. Franchement, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Ah bah, monsieur s'est endormi. Bah non, bah oui. Non, mais je comprends, c'est pas... Et du coup, quand on n'a plus de désir, quand on peut plus pénétrer ou être pénétré, et quand on n'a plus d'orgasme, si on n'a que ces 4 piliers de la sexualité, on est un petit peu dans la merde quand même. Il ne reste plus grand-chose. Hein. On se dit, mince. Les préliminaires, il reste. Mais du coup, les préliminaires, pourquoi ça devrait être que des préliminaires? Finalement, les préliminaires, c'est de la sexualité. Les préliminaires, le mot même veut dire que ça appelle à autre chose. Mais il faut savoir que juste se caresser, ressentir des choses agréables, c'est déjà de la sexualité en fait. Donc, le mot préliminaire, c'est quelque chose qui finalement n'a pas vraiment de sens. Martine est d'accord. Non, bah, c'est vrai que, pareil, quand les patients ont des grosses plaques d'eczéma, souvent c'est sur les plis des bras, les plis des jambes. Donc déjà, on a du mal à se mouvoir, faire des choses comme tout le monde. Donc c'est vrai que certains patients sont super sensibles quand on les touche à cet endroit-là. Ils ressentent beaucoup de sensations. Donc effectivement, il y a certains outils qui pourraient être utilisés pour faciliter les choses. Une plume... On aime bien le froid parce que du coup, ça calme les démangeaisons. Donc, on peut jouer avec le froid aussi, qui peut calmer. Nadia, est-ce que tu veux intervenir? Parce que du coup, je t'ai vu, mais oui. Alors, l'idée, c'est que ce soit vraiment interactif. Donc, vas-y, hein, échange, parle-nous, dis-nous ce que tu fais, présente-toi. Ça peut être super intéressant, vraiment. Hein. C'est imprévu. Oui. Viens avec nous. Mais non, mais moi j'étais cachée. Tu veux que je sois où? Alors, bonjour. Ça va? Je sais pas quoi vous dire. Peut-être nous parler de l'éducation thérapeutique, de ce que tu fais en éducation thérapeutique en santé sexuelle. Ça marche. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Nadia Morand, je suis sexologue clinicienne et formatrice. Et puis, effectivement, j'interviens en éducation thérapeutique du patient. Et mon dada, on va dire, c'est d'intégrer les questions de santé sexuelle dans l'éducation thérapeutique, quelles que soient les pathologies. Donc, pour vous expliquer un petit peu, l'éducation thérapeutique du patient, c'est des séances qu'on crée avec des associations ou avec des services d'hôpitaux ou des choses comme ça, pour accompagner chaque patient et puis aussi les aidants pour mieux comprendre, mieux connaître leur pathologie et puis apprendre à vivre avec. Et puis, il y a aussi tout ce côté où, dans l'éducation thérapeutique, il y a une grande place aussi qui est faite pour les pairs experts, les pairs aidants, et où on s'apprend des choses entre patients et puis on apprend aussi des choses de toutes les personnes qui sont autour. Et alors souvent, en éducation thérapeutique du patient, on parle de plein de choses, de diététique et du travail et de comment faire avec sa pathologie, sa maladie chronique dans la vie. Mais jusqu'à présent, comme tu le disais, à part les cancers de sphère sexuelle ou le VIH, il y avait très peu de programmes d'éducation thérapeutique du patient qui incluaient les questions de santé sexuelle. Donc voilà, on est quelques-uns, quelques-unes à se battre pour que ça soit un vrai sujet pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que finalement, le sujet est transverse. Et que quand on a comparé ce qui était fait à l'Institut Curie pour les femmes qui ont des cancers gynécologiques et des femmes atteintes de sclérose en plaques, on s'est rendu compte que 80% de l'atelier, c'était identique. Il y avait vraiment juste 20% finalement du contenu de l'atelier qui était très spécifique à la pathologie, mais que finalement ce genre d'atelier pourrait être déployé assez facilement. Voilà, puisque encore une fois, les contenus sont extrêmement transverses. Et c'est vrai que dans beaucoup de pathologies, l'éducation thérapeutique, les ateliers qui permettent vraiment aux patients de devenir plus autonomes dans la gestion de la maladie, on est sur les traitements, on est parfois sur l'activité physique adaptée, la gestion de la douleur. Alors par contre, le cul, on le cherche encore. Hein. Souvent, on ne sait pas trop où il est. Hein. Voilà. Oui, dis-moi. Mais bien sûr que c'est une activité physique. Mais tu as tout à fait raison.
pour leur répondre ça. Exactement. Toi, tu vas venir avec moi, toi. Je veux bien. Et oui, en fait, tout ce qui touche à l'intimité, au plaisir charnel, à la sexualité, ça fait partie de la santé. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de santé sexuelle. C'est-à-dire que la sexualité, c'est quelque chose d'essentiel à l'être humain. Mais quand on parle de sexualité, c'est pas un rapport sexuel pénétratif. C'est le plaisir, c'est l'échange. Et il y a des milliers de façons de ressentir du plaisir, pas juste à la pénétration. Il y a tellement de façons de ressentir du plaisir. Il y en a qui vont ressentir un plaisir dans tout leur corps juste en mangeant un tiramisu, hein. Faut le savoir, hein. Moi, voilà, pareil, j'en fais partie. Voilà. L'idée, c'est qu'en fait, de faire comprendre finalement, de se recentrer sur se dire que non, la sexualité, c'est pas ces 4 piliers, désir, préliminaire, pénétration, orgasme, mais c'est vivre une sexualité, c'est simplement ressentir du plaisir, quel qu'il soit. Et on peut être avec quelqu'un, se toucher le bras, c'est de la sexualité en fait, c'est du plaisir ça. Passer un moment ensemble et ressentir du plaisir, peut-être parfois dans ses jambes, peut-être quelqu'un qui va nous faire ça, c'est ressentir du plaisir. Hier soir, j'ai dansé, je me suis couchée. Franchement, je pense que c'était aussi bien qu'une partie de jambes en l'air, hein, sincèrement, hein, vraiment. J'ai vraiment éprouvé du plaisir. C'est vraiment le plaisir. En fait, la sexualité, c'est ce qu'on en fait. C'est ce que vous avez envie d'en faire. Et c'est là où l'interaction patient-soignant est important. C'est comment finalement on peut nous accompagner, nous, personnes qui sont atteintes de maladies chroniques, à repenser un peu notre sexualité. Qu'est-ce qu'on veut en faire finalement? Si on décidait de pas en faire de ce que la société nous dit, et si on décidait de réfléchir à mais qu'est-ce qu'on veut faire nous de notre sexualité? Est-ce que vous voulez un peu vous exprimer, dire ce à quoi ça vous fait penser, tout ça? Non, parce que je parle, mais comme ça je vais boire un petit coup. Un, deux, c'est bon, vous m'entendez? Alors, pour répondre à votre question, en ce qui concerne la sexualité, c'est que je peux dire déjà que l'objectif, on va dire, comment expliquer? L'objectif principal, c'est déjà pour la reproduction, c'est-à-dire pour après être parent et fonder une famille. Mais après, les autres objectifs opérationnels, si je peux dire ça comme ça, c'est quand on est en couple, avoir des moments de plaisir pour bien profiter, des moments de partage entre garçons, entre hommes et femmes, et voilà. Bah, tout à fait. Ce que tu dis, effectivement, ça évoque deux types de sexualité, ce qu'on appelle la sexualité reproductive pour faire des enfants, effectivement, la sexualité pour avoir une filiation, et puis la sexualité qu'on dit récréative. Voilà, on s'amuse, c'est la récré, hop, voilà. Et est-ce que ça te parle, sexualité récréative? Je vois peut-être pas trop. Alors après, c'est une chose que je peux dire, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont compris, mais quand j'ai employé le terme d'objectif général et objectif opérationnel, ce sont tout simplement des mots que j'ai appris dans une formation que j'effectue actuellement, qui est une formation de BPGEPS LTP, c'est-à-dire une formation pour approfondir les connaissances dans le domaine de l'animation. Et c'est pour ça que j'ai repris ces termes. La chose principale de la sexualité, on va dire, c'est pour la reproduction, pour avoir des enfants. Mais après, l'objectif opérationnel qui est celui du plaisir, c'est-à-dire, comme vous dites, récréatif, c'est-à-dire profiter des moments de moments entre l'homme et la femme. Et donc, c'est pour ça que ça me fait dire que ça a plusieurs. Tout à fait. Ça a plusieurs objectifs, la sexualité. C'est exactement ça. C'est que ça a plein d'objectifs. Et finalement, pour tout le monde, déjà la sexualité c'est pas la même chose. Et puis les objectifs sont aussi différents. Et puis il y a aussi quelque chose dont on parle pas beaucoup, c'est la sexualité avec soi. C'est déjà une sexualité en fait. La sexualité, elle est pas forcément partagée
On peut tout à fait avoir une sexualité avec soi-même et avoir une sexualité très épanouie. Voilà. Ça, c'est quelque chose d'important aussi, c'est que le plaisir, quand on a envie de le partager, qu'on veut le partager, c'est bien, c'est de la sexualité et c'est super. Mais on peut aussi avoir du plaisir avec soi-même, ressentir du plaisir avec soi-même. Et c'est faire l'amour aussi, ça. C'est aussi avoir une sexualité. Voilà. C'est vraiment la sexualité, c'est vraiment le visage et le plaisir tel que vous, en fait, vous l'envisagez. Et finalement, le plus difficile, c'est comment accompagner les gens, les couples aussi, à déconstruire un petit peu tout ça. Je vois que tu hoches la tête. Oui, toi? Ouais. Vas-y. Donc, moi, c'est la première fois que je fais l'amour avec un homme. Et je suis en couple, voilà. Et du coup, c'est la première fois que j'ai jamais fait l'amour. Et du coup, mon chéri m'a rassuré pour faire l'amour. Il me rassure que t'inquiète pas, ça va aller. Il m'encourage à le faire. Je l'ai fait. Ça m'a fait plaisir. Et ça me fait un peu du bien, un peu. C'est comme du sport, voilà, mais ça fait du bien. Beaucoup de plaisir. Et d'un coup, ça fait un peu beaucoup de délicatesse. Il est vraiment très doux avec moi et précieux avec moi. J'aime très fort et j'adore faire l'amour avec lui. Voilà. Bah, vraiment, merci beaucoup pour ton partage. Merci beaucoup, beaucoup. Et quand il y a des mots forcément qui font écho, communication, ça c'est la base. C'est savoir dire ce qu'on veut, ce qu'on aimerait. Mais souvent, on ne le sait pas toujours nous-mêmes, donc c'est important. Savoir exprimer aussi ce dont on n'a pas envie. Voilà. Ça, c'est aussi très, très important. Le consentement, bien évidemment, c'est essentiel dans la sexualité. Et puis la douceur, comme tu dis, le plaisir, du sport, on est d'accord. Moi, je m'étire à chaque fois que je me... Bah oui, il faut s'étirer un peu. Attends, c'est du sport. Hein. On est bien d'accord. Hein. On est bien d'accord. Oui. Et le plaisir, la douceur, le partage, c'est exactement ça. C'est super. Voilà. Est-ce que... Je sais pas si si vous auriez d'autres questions, si on a un peu abordé ou pas. Oui, excusez-moi, il y a encore une mouche. Elle est toujours là, cette mouche. Hein. Elle nous suit depuis tout à l'heure. Hein. Et alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a souvent... on se rend compte que dans la prise en charge des pathologies chroniques, on a la prise en charge qui est souvent à l'hôpital, où là, effectivement, on ne parle pas de sexualité. Hein. On n'a pas le temps, on n'est pas formé, voilà. Et puis, il y a ensuite les cabinets privés des sexologues, qui finalement sont aussi assez coûteux pour les patients. Moi, perso, quand j'ai eu des soucis, j'y suis pas allée parce que c'était beaucoup trop cher. Et puis, au milieu, il n'y a pas grand-chose encore. Et c'est là où l'éducation thérapeutique du patient, elle est intéressante parce que c'est vraiment des ateliers qui, en général, sont co-construits avec les soignants et avec les patients. Et l'idée, c'est vraiment de répondre aux besoins des personnes qui sont confrontées à la maladie, mais aussi leurs aidants, leurs accompagnants, justement, et d'essayer de leur donner des clés, des stratégies, en fait, pour être plus autonomes dans la gestion de leur maladie et, le cas échéant, de leur intimité, de leur sexualité. Et souvent, dans l'ETP et la sexualité, finalement, le gros travail, c'est que les gens comprennent d'où ça vient, les difficultés sexuelles. Parce que souvent, quand on est malade, quand on a des problèmes sexuels, déjà, les comprendre, c'est déjà important. Parce que ça peut être lié à plein de raisons. Des fois, ça peut être lié aux médicaments et même pas à la pathologie en elle-même. Des fois, ça peut être plutôt des problèmes de communication dans le couple. Des fois, ça peut être vraiment plein d'autres choses. Et l'idée, c'est déjà que les gens comprennent un petit peu ce qui leur arrive. Déjà, le fait de comprendre un petit peu pourquoi on bande plus, on n'a plus d'orgasme, on n'a plus de désir. Voilà, comprendre d'où ça vient. Et puis ensuite... quelle serait un petit peu notre sexualité idéale? Parce que finalement, notre sexualité idéale, c'est pas tous désir, préliminaire, pénétration, orgasme. Pour certains, c'est ça. Pour beaucoup, quand on rentre le soir et qu'on a couché les gosses et qu'on a fait à bouffer, on n'a pas du tout envie, on n'a pas le temps. Bref, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Et l'éducation thérapeutique, c'est ça, c'est vraiment des groupes d'échange entre pairs et aussi comment déconstruire un petit peu toutes ces idées sur la sexualité et puis comment reconstruire joyeusement, en fait, votre sexualité à vous. C'est vrai que l'éducation thérapeutique, la grosse force de ces programmes, c'est vraiment de rompre l'isolement des patients.
parce qu'on se dit, bah mince, ma sexualité, elle est compliquée, je dois être la seule à vivre ces difficultés-là. Et en fait, non, on se rend compte qu'en discutant avec d'autres patients, ils ont exactement les mêmes difficultés. Les conjoints aussi aiment rencontrer d'autres conjoints pour se dire, ah bah mince, elle passe sa nuit à se gratter. C'est pas du tout, ça me met pas du tout dans le mood je veux faire l'amour à ma femme parce que du coup je l'entends me se gratter, ça m'énerve, donc je l'engueule et du coup ça y est, on crée une dispute à cette occasion-là. Donc c'est vrai que je trouve que en tout cas cet accompagnement il est vraiment très important pour les patients, puis en plus c'est pluridisciplinaire, donc c'est vrai qu'on peut rencontrer aussi différents professionnels de santé qui peuvent répondre à nos difficultés, donc je pense que ça peut être une bonne piste pour tout le monde. Oui. Merci. Et du coup, dans votre expérience de l'éducation thérapeutique du patient et justement de la santé sexuelle en éducation thérapeutique, comment ça se passe dans votre expérience sur le sujet du coming out, par exemple? Par rapport au handicap invisible, il peut y avoir plusieurs fois des moments en fait où on pourrait choisir de dire ou de pas dire qu'il y a telle maladie chronique ou que dans cette situation sexuelle par exemple c'est plus ou moins handicapant ou c'est plus ou moins gênant, et justement entre ce qui se passe entre pairs et puis ce qui peut se passer aussi avec les professionnels qui sont autour de la table en éducation thérapeutique, qu'est-ce qui émerge? Alors, je ne sais pas si je vais réussir si j'ai bien compris toute la question, si je vais réussir à y répondre, je vais essayer. Alors du coup, moi j'ai travaillé dans 2 structures très différentes, avec 2 approches différentes, donc l'hôpital, la Pitié-Salpêtrière, et un réseau de santé sclérose en plaques. Ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille sur la sclérose en plaques, sur la sexualité, mais que finalement les ateliers ne sont pas du tout construits de la même manière. Donc ça c'est assez intéressant déjà. Ensuite, le moment d'en parler, alors ça c'est entre nous, en tout cas entre pairs. Moi, donc tu fais partie d'une association, on sait pas venir, voilà. Et on a beaucoup échangé parce qu'on est beaucoup de célibataires. Et on se dit, mais du coup, quand on fait des rencontres, à quel moment on le dit, en fait, voilà. À quel moment on parle de nos symptômes invisibles, notamment des choses gênantes. Par exemple, dans la sclérose en plaques, il y a beaucoup de gens qui ont des troubles urinaires et qui doivent se sonder plusieurs fois par jour. Donc se sonder, c'est se mettre une toute petite sonde là où on fait pipi pour que l'urine puisse s'échapper. Je vous donne un autre exemple de handicap invisible qui peut être assez gênant dans ce genre de pathologie, c'est l'incontinence aussi anale, qui peut être difficile à gérer, l'incontinence au gaz. Moi, j'en ai eu, voilà. Et en même temps, j'étais inscrite sur Tinder. Vous allez me dire, bon. Alors, comment on fait? Concrètement, comment on fait? Alors ça, en éducation thérapeutique, on prévoit pas spécialement de l'aborder. En fait, c'est à un moment donné, on demande quelles sont leurs attentes dès le début de l'atelier. On a, nous, entre guillemets, une trame d'atelier, si tu veux, qui a été fait en fonction des besoins des patients. C'est-à-dire qu'on a diffusé un questionnaire auprès des patients. On a eu à peu près 300 réponses. Et en fonction de ce que les patients souhaitaient aborder, en fait, on a construit notre atelier. Mais il faut savoir que l'atelier, il est évolutif même pendant qu'on le fait. Et si ça se trouve, finalement, on va même pas aborder un tiers de ce qu'on avait prévu d'aborder parce que les gens vont vouloir aborder autre chose. C'est très, très libre. Et pour le coup, les ateliers qu'on va lancer vont être les premiers. Donc, si ça se trouve, cette question-là va être abordée ou pas. Et ça, j'ai envie de dire que c'est plutôt vraiment... on n'a pas de recette toute faite. Et finalement, les soignants n'ont pas de recette toute faite, mais c'est plutôt l'échange entre patients qui va être hyper constructif. Par exemple, moi, ce que j'avais choisi de faire, c'était directement sur mon annonce Tinder mettre « Alors voilà, j'ai une sclérose en plaques. » Bon les gars, ça c'est fait. Voilà quels sont mes symptômes, etc., etc. Alors forcément, j'ai pas eu 15 000 messages, mais j'en ai eu, pour le coup, attends la mouche là, des gens qui savaient ce que c'était. D'autres personnes se seraient pas du tout senties à l'aise de mettre ça dans une annonce Tinder. Voilà. Quelques années après, je me suis réinscrite sur Tinder, je l'ai pas spécialement mis. J'avais toujours mon incontinence au gaz qui était là. Bon, bah, les premières parties de jambes en l'air, bah voilà, c'est comme ça. C'est arrivé, on rigole.
et finalement ça passe. En fait, c'est très personnel le moment où on va parler de sa maladie. Je pense que c'est quelque chose de... Comme au travail, par exemple, est-ce qu'on doit déclarer sa maladie ou pas au travail ? Certaines personnes vont le dire oui dès l'entretien d'embauche, certaines personnes vont mettre le RQTH sur le CV, d'autres pas du tout vont vouloir le cacher le plus possible. Souvent, c'est vrai que moi j'aimais bien laisser autant à la personne en face de moi parfois d'apprendre à me connaître, voilà, de me rendre compte que je suis quand même sympa, voilà, j'ai quelques qualités, bon, je fais pas la cuisine ni la vaisselle, mais voilà, j'ai d'autres qualités. Et finalement, à un moment donné, ça passe. Parce que ce qui est le plus important quand on annonce quelque chose comme ça, c'est que c'est pas ce qu'on dit, c'est comment on le dit. Et c'est un peu ce qu'on s'échange entre nous, entre pairs, et c'est souvent ce qui revient, c'est pas le fait d'annoncer la maladie, mais comment on l'annonce. Et voilà. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question. Si c'est bon ? Ok. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent... Oui. Mais vas-y. C'est suite à ces entretiens, ces ateliers, comme il y a des professionnels, est-ce que vous avez un retour sur après ? Si ça a été effectif sur les professionnels ou pas du tout Alors, pas encore, parce que on va lancer nos premiers ateliers au mois de décembre. Ah. Voilà, mais il faut savoir que les professionnels de santé... T'as fait de l'éducation thérapeutique, toi ? Ouais. Ah bah, tu peux peut-être en parler. Moi, je parle. Non, mais du coup, moi, je n'en ai pas fait sur la sexualité, mais c'est vrai que les professionnels de santé, avec lesquels on va travailler, ça va être le dermatologue, le psychologue, le pharmacien, parce qu'on a des nouveaux traitements qui sont arrivés dans l'eczéma et du coup, il faut faire des injections et des patients ne sont pas toujours à l'aise avec le traitement. Mais c'est vrai que les temps où les patients sont un peu plus libres, on peut faire des photolangage. On utilise en fait des images pour exprimer en fait une émotion. C'est vrai que là les patients ils ont du coup cet espace pour expliquer un petit peu ce qu'ils vivent au quotidien et donc certaines peuvent faire rapport en tout cas à la sexualité. Et c'est vrai que les professionnels de santé qui sont quand même dans l'éducation thérapeutique, ils sont quand même très sensibilisés déjà à nos pathologies. C'est des gens qui sont assez sensibles, empathiques en règle générale. Enfin, en tout cas, moi, de ceux que j'ai croisés, c'est vraiment des personnes qui sont très motivées parce que souvent, il y a un problème aussi financier derrière où c'est difficile d'avoir le financement des programmes. Donc, c'est vraiment des personnes qui sont très intéressées par le sujet. Donc, je pense que le sujet est un peu biaisé, mais je sais pas ce que tu en penses. Du coup, moi, j'ai travaillé avec des infirmières. Donc, tu vois, des infirmières spécialisées sclérose en plaques, mais qui n'étaient pas du tout formées à la sexualité, la santé sexuelle et comment l'aborder, en fait, dans un atelier d'éducation thérapeutique. Pour le coup, moi, j'étais à l'aise de l'aborder. Voilà, puis j'ai connu plein de troubles sexuels, notamment pas d'orgasme, pas de sensibilité génitale, le clitoris en RTT, incontinence anale, enfin voilà, tu vois, ce genre de trucs. Et finalement, on se rend compte que eux ont vraiment leurs compétences, tu vois, où ils sont à l'aise de parler de la maladie vraiment, parce qu'ils sont formés à la sclérose en plaques, à la maladie, mais ils sont pas à l'aise à parler de sexualité avec leurs patients. Moi, je suis à l'aise. Et du coup, nous deux ensemble, ou nous trois, nous quatre, on a réussi à créer un atelier avec d'autres patients. Donc là, on va les diffuser, on va lancer notre premier atelier au mois de décembre et on verra ce que les patients et les soignants nous disent. Et si ça se trouve, l'atelier qu'on a conçu, en fait, il va être complètement différent la fois d'après. Et si ça se trouve, quand on va le faire, notre premier atelier, il va être complètement aussi, il va changer, il va bouger, il va évoluer. Finalement, ce qu'on avait prévu, ce sera pas du tout ce qui va être abordé le jour J. Il faut être extrêmement adaptable et se dire que l'atelier, c'est pas quelque chose de descendant. C'est quelque chose qui bouge, qui se fait de concert, professionnels, personnes concernées, les aidants, voilà. Donc on n'a pas de retour encore vraiment, mais en tout cas, on est très contents, tu vois, d'avoir travaillé ensemble parce que c'est des soignants qui sont sensibles au fait de travailler avec des patients, qui reconnaissent que nous, les patients, on a ce qu'on appelle des savoirs expérientiels.
Est-ce que ça vous parle, ça, les savoirs expérientiels? Non. En fait, c'est des compétences, c'est des savoirs que nous tous, personnes atteintes de maladies chroniques, en fait, on développe. Parce que nous, on vit avec la maladie chronique, on sait ce que c'est et on développe des compétences pour s'adapter, pour vivre avec la maladie, pour communiquer dessus. Et tout ça, c'est des savoirs expérientiels. Et en fait, quand tu mélanges les savoirs expérientiels et les savoirs médicaux, entre guillemets, des soignants, comme on dit, paf, ça fait des chocs à pic. Donc ça fait un atelier sur mesure pour les patients. Mais on n'a pas de retour encore, mais on espère en tout cas pouvoir le diffuser. Tu vois, et moi j'aimerais bien le faire dans d'autres pathologies, plein d'autres pathologies, mais toujours avec une personne de la pathologie et un soignant. Et c'est comme ça que finalement on arrivera à faire un peu évoluer les choses. C'est en travaillant tous ensemble de concert, qu'il n'y ait pas juste les soignants qui travaillent de leur côté et puis qu'il y ait les patients de l'autre. C'est qu'on se réunisse tous nous ensemble et qu'en fait on est tous des professionnels à notre niveau. Nous on est des professionnels de notre pathologie, eux ce sont des professionnels du soin et ensemble on peut arriver à faire des choses assez extraordinaires. Hein, Nadia? Ça veut que si c'est que des professionnels volontaires, qu'est-ce qu'on va faire des autres? On va les convaincre. Qui sont pas volontaires et qui croient bien faire, parce que souvent le médecin il croit bien faire et il croit que c'est juste ce qu'il fait, alors que des fois on peut le dire, il est un peu à côté de la plaque. Mais oui, vas-y. Je suis Delphine aussi. Vas-y. Non, ben, elle a raison. Hein. Elle a raison. Elle a raison, vous avez raison, tout à fait. Et mais souvent, c'est vrai que les professionnels de santé, parfois, comme tu dis, certains sont plus difficiles à convaincre, mais parce que ils ne savent pas. Et que du coup, le professionnel de santé, parfois, est aussi un peu dans sa position de... Normalement, c'est lui qui sait. C'est lui qui a réponse à tout. Et là, finalement, sur un domaine où il n'a pas de réponse, c'est compliqué et ça ne le met pas bien. Il est censé être l'expert. Alors que finalement, il y a quelque chose qu'on appelle la démocratie en santé et le partenariat dans le soin, c'est que finalement, soignant, patient, soit non plus sur un axe vertical où tu as le soignant là-haut qui sait tout et le patient qui reçoit en bas, mais c'est que finalement, il y a une relation patient-soignant horizontale et on échange et on est à l'écoute de l'un et de l'autre. Et ces médecins qui sont un peu réticents, écoute, on va aller les voir, toi et moi puis on va leur expliquer comment... Non, je plaisante. C'est un long travail, tu sais, c'est un très long travail qui déjà va commencer par intervenir en école de médecine et sensibiliser, en fait. Ça, c'est important. C'est parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que beaucoup de professionnels de santé qui exercent n'ont pas eu de formation à tout ce qui est sexualité, maladie chronique, santé sexuelle. Santé sexuelle, c'est quand même un concept pas si... c'est pas si vieux que ça. Et donc, l'idée, tu vois, c'est d'intervenir en amont dans les écoles de médecine, dans les écoles de kiné, pour sensibiliser à l'importance de parler de ça. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de patients aujourd'hui qui interviennent en université, en école de médecine, pour sensibiliser, tu vois, sur ce sujet-là. Et puis, les patients, les soignants qui sont réticents aussi, finalement, on peut se dire peut-être que plus il y aura de patients en consultation qui vont en parler, même s'ils n'ont pas de réponse, tu vois. Mais peut-être que plus après, les professionnels de santé vont se dire, bon, finalement, Martine, Gertrude, Romain, Bernard, Jean-Pierre, tout le monde me parle de sa sexualité. Peut-être que finalement, faudrait peut-être que je m'intéresse au sujet, tu vois. C'est compliqué de faire bouger la pratique de quelqu'un qui exerce comme ça depuis 30 ans, 40 ans. C'est compliqué, un médecin, voilà. Mais finalement, si toi, en tant que patient, tu prends la parole et tu t'exprimes,